Il y a beaucoup de surveillance, encore une fois. Les autorités russes n'aiment pas qu'on se déplace en Russie trop, parce qu'ils ont peur de ce qu'on pourrait trouver aussi sur place. Et dans les petites villes, tout de suite tout se sait, donc on peut aussi être dénoncé, ça c'est important aussi, on peut aussi être dénoncé parfois par des gens qui nous ont vu parler à des Russes dans la rue, ou dénoncé par des contacts même. Donc on marche vraiment sur des œufs. Je m'appelle Julien Colling, je suis journaliste, donc j'ai 39 ans et j'étais basé depuis environ 8 ans comme correspondant pour la presse française, donc à Moscou en Russie. Donc j'ai été concrètement banni du territoire russe pendant 5 ans jusqu'en 2030. Ce qui n'était pas du tout prévu, enfin en tout cas qui était une surprise, un choc pour moi, voilà. Après presque 8 ans donc d'accréditation sans problème en Russie de manière continue, ce qui est une décision assez radicale tout de même et assez rare. En Russie, il faut savoir qu'on n'a aucun moyen, grosso modo, en tant que correspondant étranger, de savoir vraiment ce qui se passe nous concernant. On n'a aucune information officielle venant des autorités russes, des différents ministères. Et donc on a un contact source, un curateur, comme on l'appelle, qui s'occupait donc des Français, donc au MAF russe. Et c'est lui qui m'a en gros prévenu d'abord que mon accréditation de presse et mon visa de presse également ne seraient pas renouvelés le 18 septembre, donc une première depuis janvier 2018 pour moi. Et ensuite, j'ai appris par ce biais-là que voilà, il me reprochait en gros de manière officieuse, c'est lui qui m'a dit ça en privé, on va dire, que j'avais commis des infractions à la loi russe. Et il a cité nommément 2 arrestations que j'ai eues effectivement sur le terrain en faisant mon travail donc de reporter dans 2 régions russes différentes, en mars et en mai 2025. J'ai eu à cette occasion 2 interrogatoires du FSB, les services intérieurs russes, sans forcément avoir de preuves non plus de ce que j'avais fait de mal, aucune preuve réelle des infractions caractérisées. Alors il y a plusieurs raisons que moi je vois, encore une fois c'est des suppositions, hein. J'ai pas d'éléments bien sûr venant des Russes directement, on ne sait rien de précis. J'ai fait 2 reportages publiés dans le Figaro récemment sur la situation dans le Donbass, donc occupé par la Russie, où la situation à Mariupol et à Donetsk sont assez dramatiques pour différentes raisons, mais au niveau du logement et aussi au niveau de l'eau courante qui manque cruellement à Donetsk actuellement, qui ont été publiés début septembre dans le Figaro. Et 2 semaines plus tard, je suis donc expulsé du territoire. Donc on est plusieurs à penser que ça peut être lié également. Le contexte politique aussi, géopolitique, bien sûr, est très important puisque on sait que les relations diplomatiques actuellement entre la Russie et la France sont très très mauvaises, s'empirent quasiment de jour en jour. On voit les déclarations de Vladimir Poutine, d'Emmanuel Macron, même récemment là. Donc c'est possible que les autorités russes aussi aient voulu se débarrasser d'un correspondant français de plus. Je suis pas le premier, hein. Il y a eu différents cas de personnes comme moi même avant le début de la guerre en Ukraine, qui ont été donc priées de partir du territoire russe pour différentes raisons aussi, toujours officielles, toujours des raisons assez légales, mais finalement on comprend qu'il y avait aussi d'autres raisons sous-jacentes. Le correspondant du Monde également, récemment, Benjamin Kennel, a eu son accréditation permanente retirée et désormais il doit faire des allers-retours entre Paris et Moscou pour pouvoir continuer à exercer en Russie. On sait que la Russie essaie encore une fois d'écrémer le plus possible et de réduire la présence, on va dire, de correspondants étrangers, occidentaux surtout, sur le territoire russe. Il y a des sujets vraiment qui gênent les autorités russes. C'est tout ce qui est conséquences sociales de la guerre, décès bien sûr en masse d'hommes russes, hein, les pertes russes assez massives en Ukraine gênent beaucoup et donc la Russie ne veut pas que ça sorte trop et qu'on en parle. Il y a aussi tout ce qui est famille endeuillée en Russie. Et puis bien sûr après les actions également russes en Ukraine, les territoires occupés dont je parlais, Mariupol, Donetsk par exemple. On a encore le droit d'y aller avec l'accréditation, mais c'est de plus en plus tendu aussi sur place. Les autorités locales dans le Donbass nous mettent des bâtons dans les roues. C'est difficile de parler à des gens, d'avoir des accès. On a aussi de plus en plus de refus, ça c'est un point important qu'il faut souligner, je pense, c'est que pour tous les confrères et moi y compris, c'était devenu très compliqué depuis 1 ou 2 ans d'avoir des interviews en fait. Les gens, même les gens lambda, hein, ou les sources, les gens dans la rue également, ou les sources officielles, même les gens qui sont plutôt pro-pouvoir ou pro-guerre, c'était refus sur refus, parce qu'on est journalistes occidentaux, hein, voilà. Si on dit quelque chose qu'il ne faut pas, par exemple un journaliste occidental, on peut après être retrouvé par les autorités russes, se prendre potentiellement une amende, et ça peut aller jusqu'à des peines de prison. Et il y a une peur aussi assez diffuse comme ça, hein, qui touche même les cercles pro-pouvoir ou pro-guerre, où tout le monde a plus ou moins comprend que c'est très très risqué maintenant de nous parler en fait. Parce que on représente aussi des pays qui sont vus comme inamicaux, par exemple les correspondants chinois ou iraniens ou des pays arabes par exemple, ils ont beaucoup moins de soucis pour travailler en Russie. C'est beaucoup plus simple pour eux, ils ont des interviews, des accès. Nous, Européens, Américains, c'est très compliqué. Voilà. Dès qu'on touche un peu au sujet d'opposition bien sûr, ou tout ce qui est aussi réseau Navalny, l'opposition russe, des gens qui sont anti-pouvoir,
énormément, quasiment tous sont partis du pays en fait. Donc bien sûr, ils sont maintenant en exil, hein, ils sont partis physiquement. Après, on peut toujours les contacter aussi par différentes messageries, maintenant qu'ils sont plus ou moins en sécurité en Europe. Mais il y a eu quand même ça qui a beaucoup touché notre travail, c'est qu'il y a tout un pan de la société russe, société civile, qui a fui le pays. Énormément de journalistes russes indépendants, et souvent d'opposition bien sûr, effectivement, sont partis et aussi ont quitté le pays. Et c'est de plus en plus difficile pour les médias indépendants russes, qui sont tous en exil désormais, basés en Lettonie, aux Pays-Bas, en Allemagne par exemple, ou dans les pays baltes, d'avoir encore des relais sur place en Russie. Beaucoup ont du mal à trouver simplement des correspondants, ou des gens donc, qui travaillent tous anonymement, hein, bien sûr, parce que là, pour le coup, ils sont en réel danger d'arrestation imminente, ou en tout cas, il y a un vrai danger, beaucoup plus que nous, qui sommes un peu protégés, mais pour les Russes, ils ne sont pas du tout protégés, les journalistes russes, et ils ont du mal à trouver des gens qui osent encore un peu faire du reporting sur le terrain, de peur de se faire arrêter, de se faire dénoncer, ou entre guillemets capter par les autorités russes. La loi de mars 2022 donc, sur les fake news, et qui criminalisait en fait tous les fausses nouvelles sur l'armée russe et sur l'opération spéciale, comme ils l'appellent en Russie, en Ukraine. C'est là où on a vu quand même énormément de gens commencer à refuser, en fait, ne pas nous répondre, nous bloquer également parfois sur WhatsApp, sur Telegram, pour juste couper tout accès et tout contact avec nous, qui pourrait ensuite leur être reproché. Voilà. C'est une fake news du point de vue russe, mais c'est la vérité en fait. Le mot guerre était proscrit, parce que selon le Kremlin, ce n'est pas une guerre. Alors que c'est évidemment une guerre, mais il fallait surtout pas dire que c'était une guerre. On a tous commencé à utiliser d'autres terminologies quoi, dans nos articles et dans nos papiers. Et alors là, ça s'est un peu calmé. Il y a eu l'inertie, il y a eu un petit peu aussi le temps qui a passé. Et désormais, on peut, moi et d'autres aussi, on utilise le mot guerre en Ukraine, même invasion de l'Ukraine. Voilà. Et il n'y a pas eu de conséquences non plus directes par rapport à ça. Mais c'est pour la presse aussi, encore une fois, étrangère, qui est un peu plus protégée. Pour les Russes, même les médias indépendants russes, ils utilisent rarement le mot guerre. En fait. C'est encore opération spéciale. Alors souvent parfois avec une astérisque ou en précisant c'est une invasion à grande échelle, donc c'est une guerre. Mais c'est aussi pour protéger leurs reporters qui sont sur place. Je me plains pas, je suis pas en prison. J'ai la chance de ne pas être russe dans la mesure où voilà, j'ai pas été arrêté pour mon travail ou pas été mis en prison comme Maria Ponomarenko par exemple, hein, qui est en prison pendant 6 ans pour simplement un post, je crois, sur VKontakte où elle parlait de Boutcha, par exemple. Et des situations comme ça, il y en a des dizaines. Il y a, je crois, une cinquantaine de journalistes qui sont, même plus, qui sont en prison actuellement pour leur production. Et malgré, justement, les règles et les précautions d'usage, ça n'empêche pas non plus les autorités russes de les arrêter. S'ils veulent, ils trouvent toujours quelque chose hein, pour un post sur les réseaux sociaux, par exemple, où il y a toujours des raisons possibles, de leur point de vue, pour arrêter les journalistes. Mais il faut vraiment insister sur le fait que les journalistes russes sont beaucoup plus en danger que nous et risquent beaucoup plus gros et ont un courage, enfin ceux qui exercent encore en Russie notamment, ont un courage absolument exceptionnel. Et heureusement qu'ils sont encore là pour parfois amener de la matière du terrain. Les sources qu'on avait, beaucoup ont désormais refusé de nous parler en fait. Voilà. Et il y a aussi des gens qui se cachent un petit peu dans les régions, qui ne veulent plus voilà, avoir de contact avec la presse étrangère. Donc c'est devenu très compliqué effectivement comment on travaille, mais il y a encore des gens qui acceptent de nous parler, en fait, il faut le reconnaître aussi. Il y a des gens courageux qui sont encore, même des activistes hein, en région par exemple, ou des gens de la société civile, sont encore OK pour nous parler, mais c'est souvent aussi anonymement, par signal par exemple, voilà, des rendez-vous un peu anonymes dans les bars ou chez les gens aussi. Alors, il y a eu plus de rendez-vous chez la personne, c'est intéressant, mais parce qu'ils veulent pas qu'on soit vu en public par exemple, hein, si quelqu'un du FSB nous suit ou les suit. Mais je maintiens aussi voilà, tout le pan de la société qui est plutôt pro-pouvoir, pro-guerre, eux aussi ont arrêté de nous parler grosso modo, par aussi raison idéologique, parce qu'ils sont contre la France, ils sont contre l'OTAN, contre l'Occident, donc ce serait malvenu de leur part de nous parler, et ils nous voient comme des ennemis, hein, voilà, comme des gens hostiles qui mentent sur la Russie, qui disent pas la vérité aussi. Et tout ça, la guerre en fait de février 22 a beaucoup modifié aussi la perception en fait, et est en train de modifier en profondeur la société russe, qui est devenue une société beaucoup plus fermée sur elle-même, moins ouverte vers l'étranger, et surtout vers l'Europe et l'Occident, et où les gens commencent à nous voir un peu comme des ennemis en fait. On sent aussi plus d'hostilité dans la rue. Voilà, c'est aussi plus compliqué parce qu'avant, on pouvait aussi aller parler dans la rue à des gens, hein, faire des micro-trottes ou en tout cas prendre simplement le pouls de la population et des avis à Moscou, Saint-Pétersbourg par exemple. Et même là, en fait, sur un sondage de rue tout simple, on va se prendre 10 refus pour une personne peut-être qui accepte de nous parler anonymement, quoi, sans photo, sans vidéo. Donc c'est très très compliqué.
Et c'est pour ça que les confrères et moi-même, on avait tendance à plus rester à Moscou et moins se déplacer en région, parce qu'on sait qu'en région c'est très très compliqué. Il y a beaucoup de surveillance, encore une fois. Les autorités russes n'aiment pas qu'on se déplace en Russie trop, parce qu'ils ont peur de ce qu'on pourrait trouver aussi sur place. Et dans les petites villes, tout de suite tout se sait, donc on peut aussi être dénoncé, ça c'est important aussi, on peut aussi être dénoncé parfois par des gens qui nous ont vu parler à des Russes dans la rue, ou dénoncé par des contacts même. Donc on marche vraiment sur des œufs, et c'est tendu, et c'est très très pesant aussi. Les confrères, on est tous assez marqués par notre, par notre exercice en Russie, et on a vraiment du mal à sortir des choses en fait. C'est très très compliqué. Il y a plein de sujets qu'on peut plus faire ou qu'on ne peut pas faire. Même les accès à l'armée russe aussi, on pouvait aller un peu sur le front avec eux. Enfin, en tout cas dans les territoires, c'est très compliqué. La défense russe a arrêté complètement de collaborer avec la presse occidentale. Tout ça, ça fait que c'est devenu vraiment difficile purement d'avoir de la matière, comme vous disiez, d'avoir des sources en Russie, quoi. C'est un détail, mais disons que le FSB donc, est une grande pieuvre extrêmement présente, avec un gros maillage territorial. Tout se sait rapidement. Il y a beaucoup de dénonciations aussi en Russie, qui ont été aussi poussées par la guerre et l'appât du gain aussi, le côté carriériste. Désormais, il faut pas hésiter à dénoncer les gens, à créer aussi des affaires de toutes pièces. C'est que le journaliste américain Evan Gershkovich, qui a été en prison aussi pendant 1 an et demi, c'était une affaire très très curieuse aussi, et très floue, plus ou moins une provocation également, un peu montée de toutes pièces. La surveillance a 2 aspects, c'est pas toujours une surveillance humaine. Dans mon cas, c'est même assez rare, et honnêtement, j'ai jamais vraiment remarqué d'équipe du FSB, par exemple, qui me suivait dans mes déplacements ou dans mes rendez-vous. Par contre, le téléphone, effectivement, c'est absolument c'est sûr et certain qu'ils nous suivent. Alors, ils ne nous suivent pas non plus minute par minute, mais ils ont accès à nos conversations. Ils ont accès à nos déplacements par le GPS de nos téléphones. Ils ont accès à nos réservations aussi de vol, par exemple, ou de train, par les numéros de passeport. Ils ont accès souvent aussi aux réservations d'hôtels ou d'appartements. Donc, à tout moment, ils peuvent savoir où on est. Après, comment on fait? Eh bien, il faut. Moi, par exemple, j'avais de la politique de pas prévenir ou de pas me censurer ou faire attention plus que ça en prenant un second téléphone ou en essayant de partir incognito en voiture. Non, je faisais tout ouvertement, et je partais du principe que si ce que j'écris ou si ce que je faisais ne leur plaît plus, ou enfin plus suffisamment, ils allaient prendre les décisions qui s'imposaient. Et c'est ce qui m'est arrivé. En fait. Différentes techniques existent. On peut prendre un téléphone vierge, par exemple, essayer de se procurer une seconde carte SIM, par exemple, qui n'est pas connectée à notre passeport et à notre nom. Il y a des gens qui vendent ça aussi en Russie. Ça peut aussi passer par Signal, bien sûr, pour les contacts avec les sources. Ça peut passer par se déplacer, non pas en train ou en avion, mais essayer de prendre une voiture banalisée ou louer un Blablacar, par exemple, ou une voiture. Mais ça, c'est pareil, c'est un peu se voiler la face, je pense, si on pense qu'on peut échapper à la surveillance. Ils savent ce qu'on fait. Et il faut juste essayer de faire son travail le plus dans ce qu'on pense être les limites, et en essayant de faire ce qu'on peut pour rester en Russie. C'est plus mon cas, mais d'autres gens font un travail aussi admirable et sont encore en Russie. Et je pense que c'est plus important au niveau déontologique, de produire une information juste et vérifiée, que d'essayer d'échapper au contrôle qui de toute façon est omniprésent. Et il faut aussi savoir qu'on a beaucoup d'interrogatoires aussi. Moi, je me suis fait arrêter X fois, même avant cette année. J'ai encore été arrêté tout récemment, en septembre, dans la région d'Irkoutsk, sans raison apparente. J'étais juste en train de voyager en voiture. Donc, ils veulent surtout savoir, en réalité, alors qu'est-ce qu'on fait là, en général, parce qu'ils sont un peu surpris, des fois, dans certaines régions, de nous voir arriver avec un visa de presse. Ils n'ont pas l'habitude de voir des journalistes étrangers encore présents, français notamment. Ça les intéresse beaucoup de savoir ce qu'on pense d'eux à l'étranger. Ce qui est assez bizarre pour des agents du FSB ou des gens qui sont dans le renseignement, mais on sent qu'il y a une certaine peut-être une certaine nostalgie peut-être aussi chez certains de penser la France et la Russie on était amis avant, qu'est-ce qui s'est passé? En tant que Français on a beaucoup ça comme question. Qu'est-ce que pense Macron? Pourquoi Macron n'est plus ami de Poutine comme au début? Donc c'est assez curieux parce que c'est un des seuls moments où on a accès à ces gens-là, c'est quand on se fait arrêter en fait, et d'avoir accès aux agents du FSB. Et c'est là où on peut un peu rentrer dans leur psychologie et un peu comprendre ce qui les intéresse. Et c'est beaucoup la curiosité en fait. C'est pas forcément toujours les grands méchants loups qui nous malmènent ou qui posent des questions très dures ou qui cherchent à nous mettre en prison. Ils sont là pour surveiller, mailler le terrain et faire bien attention à tout ça.
et nous mettre la pression aussi. Mais encore une fois, c'est pas nous qui sommes visés réellement. C'est plutôt les Russes qui parleraient avec nous, les sources, les gens qui sont d'opposition, les gens qui sont vus comme des agents de l'étranger pour eux par exemple, ou les médias aussi indépendants. C'est eux qui sont vraiment en danger encore une fois, et qui sont beaucoup plus à protéger et à qui il faut penser plus que nous en fait. Voilà. Donc en Russie, on est quasiment tous, on s'est tous pris plusieurs interrogatoires d'arrivée à l'aéroport par le FSB, et c'est là où ils peuvent prendre notre téléphone, notre numéro IMEI ou numéro de carte SIM, et ensuite ils ont accès à tout. Donc on peut pas non plus acheter un nouveau téléphone à chaque fois qu'on va en Russie ou qu'on arrive de France, c'est impossible. Donc c'est relativement c'est inévitable qu'il y ait de la surveillance, voilà, encore une fois. Et ça continue, ils ont beaucoup de logiciels espions qui existent, qui sont certainement sur le téléphone, sans qu'on le sache forcément. Alors, parfois on sent que la batterie se décharge plus vite, le téléphone qui chauffe également plus vite, qui indique un suivi GPS, ce genre de choses. Mais encore une fois, là, il faut composer avec ça, et il faut essayer de composer avec ça et de faire son travail le plus sérieusement possible dans les conditions qui sont désormais assez drastiques, qui sont les nôtres. Et jusqu'à quand? Jusqu'à peut-être qu'un jour ils décident qu'il n'y a plus du tout de place pour les correspondants étrangers en Russie, comme un peu en Chine aussi, on voit ce qui se passe. C'est réduit comme peau de chagrin aussi. Mais encore une fois, je ne peux pas parler pour tout le monde. Peut-être que d'autres gens aussi commencent à se dire bon, c'est peut-être plus très safe ici et il faut qu'on quitte le pays, je sais pas. Mais disons qu'un élément concret, c'est que tous les journalistes quasiment anglo-saxons, donc anglophones, on va dire, américains et anglais surtout, ont tous quitté le pays en fait. Alors, certains après la loi fake news donc de mars 2022, et certains beaucoup aussi après l'arrestation d'Evan Gershkovich, qui le connaissaient aussi personnellement souvent, ont décidé de quitter le pays le lendemain, quoi, vraiment, parce qu'ils se disaient, si c'est arrivé à Evan, qui est un journaliste sérieux et pas du tout un espion, comme ça a été dit par les Russes, ça peut aussi nous arriver à nous. Et soit c'était eux qui décidaient de partir, soit c'est aussi les rédactions à Londres ou au New York, par exemple, qui ont retiré et rapatrié leurs journalistes pour les mettre en sécurité, quoi. Les Américains sont à nouveau un peu mieux vus, et notamment les médias américains, que les médias européens. Français, allemands, britanniques, c'est absolument dramatique. Donc tout ça, c'est parti pour durer. Et on verra. Moi, j'ai espoir d'y retourner, bien sûr. C'est un pays auquel je suis attaché et où j'avais une vie. Donc c'est difficile pour moi aussi, même si j'avais prévu de rentrer bientôt en France de toute manière. Mais c'est dur de me dire que oui, je pourrais pas y aller pendant 5 ans. C'est compliqué. Tant que le système russe est en place comme il est actuellement, tant que Vladimir Poutine est aussi au pouvoir, il n'y aura pas d'amélioration notable, je pense, de la relation à la presse étrangère en Russie. La guerre en Ukraine ne va pas s'arrêter sans doute de sitôt. C'est un autre sujet, mais c'est aussi important parce que tout est lié. Et donc ce nouveau modèle de société russe, beaucoup plus fermé sur lui-même, beaucoup plus centralisé, contrôlé, avec une surveillance absolument massive partout, c'est en train de se mettre en place à une vitesse folle. Et encore une fois, c'est les Russes qui sont les premiers visés. Mais c'est un mouvement tellement de fond en fait, qui est dû à un renversement total en fait des valeurs et du modèle de société en Russie, dû notamment à la guerre en Ukraine, et sur un modèle beaucoup plus patriotique, nationaliste aussi, militarisé, guerrier. Et ça va pas s'annuler en 2 jours. C'est-à-dire que même si, imaginons si il y a un changement de pouvoir et par exemple si Vladimir Poutine décède et qu'un dauphin ou quelqu'un d'autre arrive à sa place, c'est assez acquis que ce sera quelqu'un qui sera aussi dur que lui, même peut-être plus jeune, donc plus véhément et plus virulent encore. Et les relations avec l'Ouest ne vont pas forcément s'arranger en 2 jours. Et cette société russe beaucoup plus militarisée, beaucoup plus violente, enfin en tout cas tendue et surveillée, c'est parti pour durer très très longtemps, je pense. Et donc forcément avec ça, le fait de pouvoir travailler en Russie comme journaliste, en tout cas librement, sera de plus en plus difficile. Pour moi, c'est fini la Russie pendant 5 ans, donc et c'est pas du tout sûr que je puisse y retourner ensuite. Donc, mais j'espère aussi continuer à travailler sur la Russie depuis l'étranger. Les autorités russes aiment quand même bien garder toujours une sorte de semblant de normalité, un semblant d'accès. C'est-à-dire que on peut pas non plus dire que tout est fermé, que tout est verrouillé, et qu'on ne peut rien faire et qu'il n'y a plus de présence de la presse en Russie. On peut encore y faire des choses. Mais c'est toujours aussi il faut bien comprendre que c'est aussi parfois une volonté un peu de servir leur propre discours. Voilà. De pouvoir dire, vous voyez, non, on ne ferme pas l'accès aux journalistes. Il y a encore beaucoup de gens qui viennent bosser en Russie et qui peuvent accéder aux conférences de presse de Poutine, par exemple. La Russie aura toujours besoin quand même de relais, de 1 ou 2 relais comme ça d'informations. Mais pour leur public cible, qui est plutôt les pays anglo-saxons, encore une fois, plutôt les États-Unis,
Donc il y aura toujours un ou deux correspondants, peut-être de la BBC ou de CNN ou de New York Times, par exemple, qui seront bienvenus en Russie pour propager aussi et on va dire, voilà, diffuser la parole officielle russe. Mais les journalistes qui font un travail de terrain, comme moi je faisais aussi, parce que j'allais beaucoup en reportage en région et sur des sujets un peu plus de société, par exemple, clairement, ça, c'est pas du tout bienvenu, c'est plus du tout souhaité. Bah, le risque, c'est que, encore une fois, là, il y a quasiment plus d'informations, on va dire, indépendantes et de terrain, voilà. Et qu'on soit réduit aussi seulement au communiqué du Kremlin ou de Poutine, ou de son porte-parole, par exemple, ou de la défense russe, et qu'on n'ait plus du tout d'informations venant du terrain, voilà, avec des sources, on le disait, russes, qui sont pas forcément connectées au système, au régime. C'est ça le risque, et on peut y arriver. Mais ce que je décris et ce que je crains, c'est, encore une fois, un rétrécissement de plus en plus marqué et assez rapide, en fait, de la possibilité de bosser en Russie, en tout cas en tant que correspondant, on va dire, occidental. Voilà. Et c'est dommage aussi.